Notre bande de casseurs s'est forgé la réputation de pouvoir remettre en état tout ce qui roule. Mais pour leur prochain chantier, nos mécanos de l'extrême vont repousser les limites et se frotter à une voiture qui roule et qui flotte. Un ami de Nelson a acheté pour 250 000 $ aux États-Unis un véhicule amphibie aussi agile sur terre que sur mer. C'est la Watercar Panther. C'est la voiture amphibie la plus rapide au monde. Ça y est, tout de suite. Ça monte à 45 nœuds sur l'eau. Mais pas en ce moment. Donc elle a un petit souci et il faut trouver une solution. 45 nœuds, c'est l'équivalent de 80 km/h. Et sur l'eau, c'est extrêmement rapide. C'est la vitesse moyenne d'un jet ski. Depuis qu'Erwin, l'ami de Nelson, a acheté cet étonnant véhicule, il n'a pu l'utiliser que 2 fois. La voiture amphibie la plus rapide du monde se fait maintenant dépasser sur l'eau par les paddles. Le véhicule est déjà passé entre les mains de plusieurs mécanos. Mais jusqu'ici, personne n'a réussi à trouver la panne. Et il en faut moins pour exciter nos casseurs. Le fait que pas mal de gens aient vu aussi cette voiture et n'aient pas été capables ou n'ont pas été assez fous pour prendre le chantier ramène de la compétition, entre guillemets. Alors, on fait une compétition avec personne, mais avec nous-mêmes, c'est ça. On a dit oui, on est capable, on se sent capable. On verra quand on donnera les clés qu'elle fonctionnera, mais je n'ai pas d'inquiétude, on va y arriver. C'est pas un bateau, c'est pas une voiture. C'est compliqué de trouver des mécaniciens qui savent faire les deux, quoi. Nelson a accepté de prendre la challenge pour essayer de la réparer. Ouais, fais voir le moteur. Le moteur, il est à l'arrière. Ah oui, je le savais, moi. Les spécificités des véhicules amphibies sont telles que ces engins n'ont plus grand-chose à voir avec des voitures classiques. D'autant plus lorsqu'ils proviennent des États-Unis, car outre-Atlantique, à peu près toutes les modifications sont permises. Le moteur, c'est un 3,7 litres, tu m'as dit. 3,7 litres et V6, Ouais. VTEC, ouais. Ok. Et de quelle voiture il provient, tu sais? C'est la Acura Honda America. D'accord. Et sur la route, elle roule bien ou pas? Elle roule bien, ouais. Bon, on y va l'essayer ou quoi? Bah oui, Allez. Le Watercar Panther n'a été produit qu'à 200 exemplaires et vaut environ 250 000 €. Un moteur V6 de 250 chevaux tracte la voiture sur la route, mais entraîne aussi une turbine qui propulse l'engin sur l'eau. En 15 secondes, la machine peut passer de la terre à la mer. Une fois dans l'eau, les 4 roues montées sur des suspensions hydrauliques se rétractent sous la caisse en 8 secondes. La compagnie Watercar, à l'origine de cette amphibie, a été fondée en 1999 à proximité de Los Angeles. Après quelques prototypes et plusieurs années d'études, leur premier modèle, le Python, battra en 2007 le record validé par le Guinness du véhicule amphibie le plus rapide du monde. 96 km/h sur l'eau, atteint en seulement 4,5 secondes. En 2010, le constructeur commercialise son premier véhicule, le Panther, notre trésor de casse. En 2019, Watercar développe un nouveau modèle, cette fois fabriqué sur une base de Hummer. Et en 2023, le fabricant sort son premier véhicule amphibie totalement électrique. Une saga made in USA qui a fait de Watercar le leader de la construction de véhicules amphibies à usage civil. Avant de se lancer dans la réparation de ce rare trésor d'ingéniosité, les casseurs ont besoin de voir son comportement sur l'eau pour poser leurs premières hypothèses. Mais à Romorantin, les eaux turquoises et les filles en maillot de bain sont un peu plus rares qu'en Californie. Pour les essais, ce sera donc un étang Sologno et une bande de casseurs en tenue de travail. On a vraiment une voiture, c'est une voiture quoi, qui rentre dans l'eau, les roues qui remontent, on a l'impression d'être dans un James Bond. Quoi. Je connaissais pas du tout ce véhicule-là et on voit qu'il y a de la qualité. C'est quand même une conception qui est assez poussée. Quoi. Le moteur, Ah oui, il prend pas de tour. Alors qu'en roulant, il en prend sur la route. Il prend pas du tout de tour, hein. Ça veut dire que dès qu'on accélère, une seconde après, tac, ça l'écroule et il pétarade dans tous les sens. On dirait qu'il est super riche le moteur. Il commence à accélérer et le moteur il ratatouille, il cafouille complètement. Ça peut être autant allumage que injection en fait. C'est soit on a l'allumage qui se met à ratatouiller, ou soit c'est l'injection qui donne pas les bonnes infos. Là, je pense qu'il y a trop de pression de carburant. Parce qu'on le voit, il fume noir, il prend pas de tour comme s'il avait un starter. exactement. De toute façon, on le voit rien qu'à l'arrière. On devrait pas avoir ça en fait. Tout ça, c'est la pollution de la richesse du moteur. Le mécanicien aux États-Unis m'a dit I think you have an air leak, une fuite d'air autour de la turbine.
Qu'est-ce que t'as dit? Ouais, c'est ce que je disais. La turbine a été remplacée. Ils pensent que c'est le joint de turbine qui serait défaillant. Et du coup, on aspirerait de l'air avec de l'eau ou on sortirait de l'eau avant la sortie de turbine. Il faut pour l'instant oublier la partie hydraulique, mais il faut déjà que la partie mécanique fonctionne bien. Je vais t'envoyer les injecteurs qu'on a enlevés. Ouais, je pourrais peut-être voir le débit des injecteurs. Oui. Depuis que le watercar est en panne, chaque personne qui a tenté de le réparer y est allée de son hypothèse en remplaçant des éléments. Mais personne n'a remis les pièces d'origine après avoir constaté que la panne n'était pas résolue. La turbine, les injecteurs et probablement d'autres éléments ont été remplacés par des modèles différents. Un vrai casse-tête pour Florent, le chef d'atelier de la casse, qui va devoir tout reprendre méthodiquement. Il essaye de chercher la panne depuis un certain temps en changeant des pièces, mais sans revenir en arrière. Ce qui est bien de faire, c'est voilà, on teste les injecteurs par exemple. Si ça améliore rien, il faut remettre la pièce qu'on avait de monde d'origine. Ça permet d'éliminer cette panne-là et de ne pas en créer multiples en fait. Avant de s'attaquer à la partie nautique, Florent commencera donc par la partie mécanique. La première chose à faire est de remettre le moteur dans sa configuration d'origine. Même s'il fonctionne bien sur la route, c'est aussi lui qui entraîne le véhicule sur l'eau. Le projet s'annonce délicat. À la casse, les échecs sont rares. Espérons que cet engin hors du commun ne leur fasse pas regretter leur goût pour les véhicules atypiques. Depuis près de 4 ans, Erwin cherche quelqu'un capable de réparer son véhicule. Tous ses espoirs sont maintenant entre les mains de nos casseurs, à qui il a laissé une seule consigne: il faut que ça marche avant l'été prochain, dans 8 mois, peu importe le prix. Mais une recherche de panne sur un véhicule aussi original n'est pas simple. Florent va devoir sortir de ses raisonnements habituels et voguer entre mécanique auto et mécanique des fluides. Sur ce chantier inédit, les casseurs vont devoir naviguer à vue. Notre but, ça va être déjà d'essayer de le remettre dans la configuration dans laquelle il doit marcher sorti d'usine. Et après, on verra si on a des choses à changer. Le client m'a ramené les pièces qu'il avait changées déjà. J'ai les injecteurs d'origine. Watercar a construit son véhicule autour d'un moteur de Honda Acura qu'il a customisé, notamment en y montant des injecteurs programmables. Dans sa recherche de panne, le propriétaire a remis les injecteurs Honda présents à l'origine sur le moteur quand il est dans une Acura, mais sans succès. Il s'est dit, bon, les injecteurs, ça se trouve, ils n'envoient pas quand on lui demande de la puissance, quoi. Ça, c'est ce qui est d'origine sur ce moteur-là, en fait, d'origine dans les Honda. Et en fait, ça, c'est ce qui avait été monté, parce qu'il y a une injection programmable sur le véhicule. C'est des adaptables, en fait, avec un plus fort débit. Ils sont plus petits. Et en fait, pour rehausser ce qui manque, en fait, ils mettent des petits raccords. C'est à ça qu'on voit que c'est pas de l'origine. Le constructeur a programmé ses injecteurs plus courts pour qu'ils aient un débit plus important que ceux d'origine. En remettant les injecteurs Honda, le système n'est plus optimal, car ils ne sont pas capables d'envoyer autant de carburant que le calculateur le demande. Ce n'est pas forcément la cause de la panne, mais ça peut y contribuer. En repartant dans la configuration d'origine, Florent supprime un potentiel problème qui viendrait s'ajouter à la panne principale. On va déjà voir comment il tourne avec ça. Le plus embêtant quand on transforme son garage en chantier naval, c'est qu'on ne peut pas tester un bateau dans une flaque. Florent doit retourner sur l'étang à 10 km de l'atelier. Et bien sûr, au moment de mettre les voiles, il tombe sur un nouvel écueil. Au moment de faire la mise en route, je me rends compte que la batterie, elle est à 11 volts et quelques. Donc je vais jusqu'à l'alternateur, je contrôle un peu les tensions de charge, etc. Et on se rend compte que l'alternateur, il est mort et il charge plus. Il a dû prendre de l'eau de mer, les roulements, ils sont morts. Bon, ça commence mal déjà. L'alternateur, il est juste là pour tenir une capacité de batterie en fait. On va consommer le courant de la batterie, donc c'est un réservoir électrique. On va vider ce réservoir électrique un petit peu pour démarrer, etc. Après, il faut qu'on puisse le remplir et ça, c'est le rôle de l'alternateur. Lui, il va re-remplir la capacité de la batterie. En fait. Sans alternateur, la batterie est donc incapable de se recharger. Et sur cette amphibie, en plus des éléments moteurs, elle alimente beaucoup d'accessoires électriques liés à la partie nautique. Ça va? Tu t'en sors?
Non, on emmerde avec l'alternateur, il charge pas. Allez l'essayer sans l'alternateur. Le problème, c'est que tu mets les ventilos, les pompes de cale, il y a trop de consommateurs. C'est pour le mettre dans l'eau et pas le sortir. Si ça cale et qu'on peut pas redémarrer, le problème, c'est qu'on est au milieu de l'étang et on n'a rien pour revenir. Et surtout, on prend un risque de couler le véhicule parce que si on n'a plus de batterie, on n'a plus de pompe de cale, donc tout ce qui va s'infiltrer dans la coque ne pourra pas être éjecté en fait. Donc on risque de trop le remplir et de le mettre au fond de l'étang. Bon, on essayera pas cet après-midi alors. J'aurais bien aimé aussi, surtout de ce beau temps. Et cet alternateur fait également partie des pièces moteurs customisées par le constructeur. Dans les rayonnages de la boutique de la casse, des dizaines de modèles adaptés au moteur Honda pourraient faire l'affaire. Sauf que cette voiture est conçue pour aller sur l'eau. Et que sur l'eau, les éléments électriques doivent être protégés. Watercar a donc remplacé l'alternateur d'origine du moteur Honda par un alternateur qui équipe les moteurs de bateau. C'est un alternateur qui est fait pour la marine. Donc il est renforcé au niveau étanchéité. Les projections d'eau influent moins sur son fonctionnement. Parmi nos casseurs, il y en a un qui connaît ce milieu. C'est Kevin, un des vendeurs de la boutique. Avant d'arriver à la casse, il a travaillé chez un revendeur de jet ski. Je m'appelle Kevin, j'ai 33 ans et je suis vendeur de pièces d'occasion au sein de Giro Auto. Ça fait 5 ans que je travaille ici. Avant, j'ai travaillé dans une société où on faisait tout ce qui était mécanique sur jet ski, buggy, quad, moto. J'étais mécanicien moto et j'ai voulu m'écarter un peu de ce milieu pour en faire que en plaisir, on va dire. Du coup, je me suis projeté sur la vente de pièces d'occasion. Ça me permettait d'avoir toujours l'aspect mécanique, mais autrement en vendant les pièces et en expliquant, donnant des conseils aux gens pour pouvoir remonter leurs pièces. T'as vu, t'as une ref? Ouais, c'est un truc de bateau, quoi. Ouais. Et où s'adresse un casseur quand il a besoin de pièces? Dans une case, bien sûr, mais nautique cette fois. Impeccable, c'est le même. Ils sont en France, on peut le commander. Je les appelle. On voit quand est-ce qu'on peut avoir ça. Quand on a besoin d'une pièce qui est spécifique, type marine, pour bateau, jet ski, ce genre de choses, on est obligé d'aller chercher des pièces dans des casses marines. C'est un neuf que vous proposez? D'accord. En fait, c'est pour une voiture amphibie. C'est un alternateur qui était monté sur un moteur de bateau. À la base, bateau de pêche, ce genre de choses, petit bateau, quoi. Du coup, le chantier, il est avorté en attendant de recevoir cette pièce pour pouvoir l'essayer déjà en sécurité. Florent a passé 4 heures sur le Watercar. Il a remonté les injecteurs d'origine, puis dépensé 330 € pour un alternateur d'occasion. Un démarrage en douceur pour ce qui va devenir un énorme chantier et une enquête fastidieuse. Prochaine étape, réessayer l'engin sur l'eau. Mais les casseurs vont devoir patienter une semaine avant de recevoir l'alternateur. Si nos casseurs ont un goût prononcé pour tout ce qui sort de l'ordinaire, ils ont aussi un certain attrait pour les traditions. Depuis 15 ans, chaque année, Nelson organise un événement devenu incontournable dans la région, la foire à 15 €. En temps normal, les clients de la casse ne sont pas autorisés à aller sur le parc. Mais pendant 2 jours, le patron fait exception et ouvre ses portes à près de 2000 personnes. 10 000 mètres carrés accessibles, 500 voitures disponibles, des milliers de pièces en libre service à démonter soi-même et une addition simplissime, 15 € la pièce, quelle qu'elle soit. Cette année, c'est les 15 ans de la foire à 15 € chez nous. Moteur, boîte, alternateur, tout est à 15 €, une porte, tout ce qui est carrosserie mécanique. Les clients se servent. Par contre, c'est eux qui démontent les pièces. Pas de supercars sur le parc, mais plutôt des modèles largement diffusés pour intéresser le plus grand nombre. Pendant 1 mois avant la foire, côté production, c'est le bal des chariots élévateurs qui sélectionnent et mettent en place des centaines de voitures accidentées, triées par marque. Alors, comment tu le sens, toi? Bon, c'est pas mal, hein. Ouais, niveau organisation, on est bien. Ce petit tour dans le parc, c'est pour quand même être sûr que tout va bien. Et puis là, on est vraiment sur la fin des préparatifs. Il faut bien que je jette un petit coup d'œil quand même. Tu fais refaire un tour, là, je vois 2-3 enjoliveurs, tout ça. Tu vois que ça fasse propre. Ça, du coup, il a mis qu'une chandelle au milieu, là. Regarde. On fait tout le temps, ça. Sur le train arrière, Là, tu peux secourir, tu peux y aller. Il n'y a rien à dire. Je peux même pas gueuler et tout. C'est vraiment... Et ça, vous y avez pensé? Oui. Et ça? Oui. Bon, j'arrête de demander et ouais, tout était géré. Et ça, c'est génial. Cette année, c'est aussi le 6e anniversaire de la foire aux pièces de 2 roues. Depuis ses 16 ans, Cameron, le fils de Nelson, propose des scooters accidentés en se calquant sur le modèle de son père. Chaque pièce démontée est vendue 15 €. Et là, il y a du scooter, hein?
Ah oui, il y a du matos là. Là, il y a tout Ouais, ils ont tout sorti là. Mais là, comme on n'a pas fini d'enlever les voitures de ce remplacement-là. 100 scooters accidentés en provenance de la casse moto de Franck, un ami de la famille, casseur de 2 roues depuis plus de 30 ans à Vitrolles, près de Marseille. Chaque année pour la foire, il envoie à Cameron au minimum une centaine de scooters de toutes marques destinés à être désossés. On n'aurait pas l'impression d'être à Vitrolles. Bon, c'est pas mal. Hein. Là-bas, l'entrée là-bas, ok, là c'est bon. Ça étoffe ce qu'on a à proposer, donc non, je pense que c'est bien, tout le monde y trouve son compte en tous les cas, c'est quelque chose qui plaît. Tu me diras combien il y a de voitures? On le saura ce soir. Ok. Dans 2 jours, 517 voitures et 103 scooters seront pris d'assaut par des démonteurs acharnés, prêts à extraire des moteurs à même le sol. À 15 € la pièce, rien d'impossible. Chaque année, les habitués se pressent sur le parking dès l'aube pour être les premiers à obtenir les pièces les plus convoitées. Mais chaque année, Nelson continue à se demander si le public sera au rendez-vous. Oui, il y a toujours ce petit truc de est-ce qu'il y aura beaucoup de monde? C'est pas qu'une question de chiffre d'affaires, c'est une question de fête. Et quand on fait une fête ou une foire, on a envie qu'il y ait plein de monde, qu'il n'y ait plus de place sur le parking. Pour fêter les 15 ans en mode casseur, Nelson et ses équipes ont prévu d'organiser un battle de démontage. 2 voitures identiques, 2 binômes choisis par tirage au sort, 2 heures pour démonter un maximum de pièces et 200 € à valoir dans la casse pour les vainqueurs. Une façon pour les casseurs de mettre un coup de projecteur sur leur métier. De l'autre côté de la casse, à l'atelier naval, Captain Florent s'est replongé dans le chantier le plus singulier qu'il ait mené en 28 ans de carrière. Trouver la panne qui empêche cette voiture bateau de se lancer à 80 km/h sur l'eau. Après avoir remonté les injecteurs d'origine, le mécano a dû mettre l'amphibie en cale sèche, le temps de recevoir un alternateur étanche pour remplacer celui qui venait de rendre l'âme. Sans cet élément, la batterie est incapable de se recharger. Comme elle alimente les pompes de cale en cas d'infiltration d'eau dans les caissons de flottaison, Florent n'a pas voulu prendre le risque de mettre le watercar au fond de l'étang. Là, on charge pile poil. C'est impeccable. On va reprendre le multimètre. Je vois par mon petit afficheur numérique que ma tension est correcte. Hein. Donc je vais recontrôler quand même à l'alternateur au multimètre pour être sûr et tout rentre dans l'ordre. Pour trouver la panne, la stratégie de Florent est de commencer par remettre le véhicule dans sa configuration initiale. En premier lieu, il a remonté les injecteurs d'origine pour voir si le comportement du moteur change. Le chantier est tellement original que le mécano n'a aucun mal à constituer un équipage pour aller faire ses essais. Vas-y, avance un peu. C'est bon. C'est bon, vas-y. Libre. On charge quelques outils dans un fourgon pour pouvoir travailler un peu sur place. Le projet il est tellement atypique pour nous, donc Nelson revient avec nous. Kevin, je veux qu'il vienne avec moi parce qu'il a plus l'habitude que moi sur le nautique. Là, c'est bon, normalement, t'as passé là. Ok, bon, on enlève les roues. Boîtier. Hop. Marche avant, on y est. On fait quelques accélérations où on voit que déjà que ça décolle un petit peu plus. Il a l'air d'accélérer quand même. Il a l'air de mieux marcher, ouais. Le moteur déjà prend son régime, on a moins de cafouillage. Et il se met à décoller. Par contre, une fois qu'il est à son régime, en fait, on voit qu'il régresse légèrement. Il s'étouffe, là. Ah, ça m'étouffe. Normalement, cette voiture, sur l'eau, elle devrait être droite, alors que là, on a vraiment le cul qui est posé dans l'eau. Et ce qui fait que la turbine, en fait, toute la puissance est recrachée dans l'eau, alors qu'elle devrait être recrachée vraiment à fleur de l'eau. Et on devrait avoir un gros jet derrière, comme un jet ski. Chose que là, on n'a pas. On est vite déçus parce qu'on se rend compte que la panne, dans tous les cas, n'est pas liée aux injecteurs. Première hypothèse non concluante. Les injecteurs non adaptés au véhicule n'étaient pas la cause du mauvais fonctionnement de l'amphibie. Du moins, pas la principale. Mais Florent, qui se doutait que le dépannage n'allait pas être aussi simple, a plus d'un tour dans son sac. Il a maintenant besoin de retourner sur la berge pour donner à son enquête un nouveau tournant, voire 2, ou même 3 ou 4.
peux aller dans l'autre sens. Ça y est. Ah non, mais c'est vrai en plus. Ah, je croyais que tu déconnais. Et ouais, la trame, elle est bloquée à droite, là. Va voir. T'accélères pas, hein. Le volant du véhicule, il braque les roues, mais braque aussi la position de la turbine. C'est un câble qui est relié via la crémaillère jusqu'à derrière, en fait, et qui est, du coup, quand on tourne le volant, ça tourne en même temps le bout de la turbine. Là, t'es tourné par là, bah là, il est dans l'autre sens, donc c'est pas possible. Ah, il y a un truc qui s'est décroché quelque part. Il va falloir que tu le diriges à la main. Pour pouvoir revenir au bord, on a été obligé de venir vraiment au cul du bateau pour pouvoir attraper la trame, se remettre droit et ressortir le bateau de l'eau, quoi. Comme si ce chantier n'était pas assez compliqué, une nouvelle panne vient s'ajouter à la liste. Mais celle-ci pourrait bien compromettre le reste de la journée. Sans gouvernail, l'amphibie est ingérable. S'ils n'arrivent pas à trouver de solution, ils vont devoir rentrer à l'atelier. On se plonge un petit peu plus sur le problème, on voit que le câble passe dans le compartiment moteur. Le câble, il a pourri. La gaine, elle est explosée, elle est complètement rouillée. Merde. Tous les brins de la gaine ont cédé et en fait ça a complètement éclaté. Le câble, lui, il est encore en un seul morceau, mais il n'y a plus la résistance de la gaine pour pouvoir pousser et tirer en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Ouais, pour l'essayer. On a deux solutions. Soit on rentre à Gièvre et on répare, ou soit on le fait à la débrouille, comme si on était sur un rallye raid, comme tous ces mécanos qui se débrouillent avec les moyens qu'ils ont quand ils sont pas dans leurs ateliers. C'est con qu'on n'ait pas un tube. Est-ce que tu foutais un tube là sur la Un vis, tube là, en comme angle, ça, là, ouais. et tu pouvais le manœuvrer comme ça, tu vois, derrière. Tiens, un tube là, On va essayer de trouver un truc. Je savais que dans le camion, il y avait des tubes en acier qui traînaient. On va essayer de faire un gouvernail. Et si on retourne ça va s'emmancher dans le tube. Ouais, tu veux le mettre au-dessus. Ah oui. Pour directement le mettre Allez, dedans. on essaye. On n'avait pas de perceuse, rien. C'était vraiment la MacGyver. Fallait un scotch, un chewing-gum, une Jeep. On était vraiment raccord. C'est bon, il est parti. Là, Putain, c'est du fait sur mesure. si ça marche, on va pouvoir se mettre fabricant de bateau. C'était du système D, hein. Mais on va peut-être déposer un brevet quand même, on sait jamais. Allez, ça va faire le job en tout cas. Les casseurs ont perdu 1 heure à fabriquer un gouvernail, mais ils ont sauvé leur journée. Florent peut donc continuer son enquête en mettant sa deuxième hypothèse à l'épreuve. Quand le véhicule est sur l'eau, l'échappement se retrouve 50 cm sous la surface, ce qui pourrait empêcher les gaz de s'évacuer correctement. Le plan est donc d'insérer une rallonge pour permettre au gaz de sortir librement. L'idée du jour à Florent, c'est de mettre un tuba dans l'échappement. Voilà. Il aime le tuning finalement, Flo. On est pas mal. La deuxième hypothèse, c'est que les gaz sont trop retenus par l'eau en fait, et le moteur ravalerait les gaz qui viennent d'être brûlés par le biais des soupapes d'échappement en fait. S'il y a trop de compression à l'échappement, on va re-rentrer et on va pas avoir un débit qui va être normal. C'est des hypothèses, plein d'hypothèses comme ça qu'on s'est fait, donc on veut tester. Allez, c'est tout. Au final, ça n'a rien changé. Donc déjà, on se dit, la partie échappement ne nous gêne pas sur le problème moteur. J'espère qu'il n'aurait pas laissé ça, et si ça avait marché. Troisième hypothèse, un problème de pression de carburant. Pour que l'essence se mélange avec l'air dans les chambres de combustion, les injecteurs ont pour rôle de la vaporiser. Elle est donc mise sous pression à environ 3 bars. Si la pression est trop faible ou trop élevée, le mélange air-essence n'est pas optimal et provoque des dysfonctionnements du moteur. Les mécanos vont donc explorer cette piste en faisant varier le niveau de pression. Je suis à 4 bars. On va essayer comme ça, on va bien voir. 4 barres de pression au lieu de 3 en moyenne, les injecteurs devraient envoyer un peu plus d'essence et enrichir le mélange. Pire. Ouais. C'est pire. Ouais. Donc faut essayer d'en enlever. On essaye avec plus de pression de carburant, voir si ça améliore ou si ça régresse. Ça ne change absolument rien. C'est même pire. On va essayer de partir dans le sens inverse et en enlever en fait. Je suis un petit peu au-dessus de 2. Laisse-le là voir. C'est mieux tenu que tout à l'heure. Ah ouais. On essaie de lui en enlever encore un peu. Là, on passe vraiment en dessous des 3 bars. On est à 1 bar 8. Et là, on se rend compte qu'il y a une grosse amélioration. Donc déjà, on sait qu'il y a un gros problème sur ratio air-essence et quantité de débit, en fait. Ça se trouve, c'est la sonde lambda qui essaye de compenser de ouf. Du coup, c'est pour ça, en réduisant la pression, on arrive à mieux tourner. Un moteur moderne est truffé de capteurs qui surveillent en permanence son comportement.
La sonde lambda mesure la quantité d'oxygène présente dans les gaz d'échappement. En fonction de cette mesure, le système fait varier la quantité de carburant injecté dans les chambres de combustion afin d'obtenir le mélange air-essence idéal pour un fonctionnement du moteur optimal. Si elle a une mauvaise valeur, ou si elle est morte, on va envoyer au calculateur une information qui est fausse et ça se trouve, le calculateur il va peut-être ouvrir les injecteurs beaucoup plus longtemps parce que la sonde voit qu'il y a trop de CO2. Le temps d'injection peut être troublé. On se dit, voilà, il va falloir faire la sonde lambda. Donc on décide d'abandonner nos essais parce qu'on a utilisé toutes les cartes qu'on avait ce jour-là. Il reste 1 heure avant la fin de la journée. De retour à l'atelier, Florent remplace la sonde lambda en piteux état par une neuve. Mais pour faire un nouvel essai, il va devoir attendre le lendemain. La recherche de panne est loin d'être simple et le process de travail ne facilite pas les choses. On est à chaque fois obligé d'aller dans l'eau pour faire l'essai. C'est beaucoup plus contraignant, il faut qu'on s'extirpe de l'atelier. Kevin, il faut qu'il sorte du magasin pour combien de temps, on ne sait pas. Ça va dépendre de ce qu'on trouve et ce qu'on arrive à voir. Donc c'est sûr que c'est pas évident. 9h30, le lendemain matin. Les casseurs sont déjà sur l'eau pour tester le watercar avec la sonde lambda neuve. Mais la séance d'essai va être de courte durée. Pareil, exactement pareil. Exactement le même problème. C'est mort, c'est mort. Bon allez, on rentre à la casse-bas. Là, on a fait un peu le tour au niveau moteur. On n'a plus beaucoup de solutions. Et là, du coup, on va essayer de se pencher sur la turbine qui pourrait nous poser problème. Le client nous avait dit qu'il avait remplacé la turbine par un modèle un peu plus gros. On voudrait avoir les pièces d'origine du véhicule pour pouvoir voir justement comment elle dépasse la turbine d'origine par rapport à celle qu'ils ont remis, le poids qu'elle fait, et voir justement si c'est pas ça notre problème. Sur cet engin hors du commun, la mécanique auto est intrinsèquement liée à la mécanique des fluides. C'est toute la difficulté de ce chantier. Si nos casseurs sont experts en ingénierie automobile, ils le sont beaucoup moins en mécanique marine. Le moteur semble fonctionner correctement, mais qu'en est-il de la turbine? La coque et son système de flottaison pourraient aussi avoir des défauts difficilement décelables. Après avoir passé une vingtaine d'heures autour du moteur, les casseurs sont toujours au point mort. Et l'inquiétude commence à se faire sentir. J'aimerais bien voir une petite lueur, je pense comme Flo et Kevin, qui nous emmènent dans la bonne direction. Je pense qu'on va y arriver. J'ai pas d'inquiétude, mais j'aimerais bien un petit truc qui nous donne de l'espoir. Mais en attendant, le matin du premier jour de la foire à 15 € a de quoi redonner le sourire aux casseurs. Il est 8h30, le parc ouvre dans une demi-heure et le parking est déjà plein. Des centaines de démonteurs se pressent contre les barrières, prêts à prendre d'assaut les 517 voitures et 103 scooters. La règle est la même pour tout le monde, 15 € la pièce, quelle qu'elle soit, à démonter soi-même. Attention, les barrières du milieu vont être enlevées, mais personne ne bouge. L'ouverture, c'est toujours un moment un peu stressant quand même. On attend, s'il vous plaît, on est patient. Non, vous reculez. C'est vrai que c'est méga impressionnant le vendredi matin, parce que ça pousse, parce que les gens courent. 5, 4, 3, 2, C'est les soldes. Des fois, on voit des images aux États-Unis où ça court dans tous les sens et tout. Bah là, on est vraiment dans cette image-là, mais en plus avec les caisses à outils, les chariots, les servantes, les grues d'atelier. C'est assez dingue. Une pièce d'occasion est généralement vendue avec 30 à 70% de réduction par rapport au neuf. Mais pour 15 €, on a rarement plus qu'une poignée de vis ou des petits accastillages. Pendant 2 jours, à la casse, on peut acheter un moteur seul pour ce prix. En comptant le turbo, l'alternateur, le démarreur et le compresseur de clim, un moteur complet revient donc à 75 €, contre 300 à 400 minimum pour les modèles les moins chers. Et c'est valable pour tout ce qui est récupérable sur une voiture. 15 € une porte, en général, il y a un zéro de plus, hein, c'est plus 150 en général. Donc c'est quand même très intéressant. Ça donne aussi l'opportunité à des gens de peut-être acheter des pièces ou changer des pièces sur leur voiture qui sont défectueuses et qui n'auraient pas pu dans le chemin classique du magasin avec des prix de pièces qui sont plus élevés. Année après année, l'événement est de plus en plus populaire. Et pour les 15 ans, même la presse a fait le déplacement. On a eu des coups de fil un peu dans tous les sens, avec plusieurs chaînes de TV, des journaux aussi qui veulent faire des reportages chez nous. On s'y attendait pas et ouais, c'est assez marrant. Ça donne encore plus d'importance et plus de pression pour l'année prochaine parce que les gens vont peut-être encore plus l'attendre.
Et pour que les 15 ans de la foire restent dans les mémoires, les casseurs ont organisé un événement singulier, un battle de démontage. 2 équipes de 2 démonteurs tirés au sort vont s'affronter pendant 2 heures sur 2 véhicules identiques. Objectif, récupérer un maximum de pièces en bon état. Chaque élément démonté rapporte 1 point. L'équipe qui marque le plus de points gagne 200 € à valoir sur la foire ou à la boutique. Ce qu'il faut, c'est qu'ils aient la mécanique libre. Il faut qu'elle soit ici. Parce que là, ils sont trop près l'un de l'autre pour les moteurs. Voilà, encore. Encore. Là, laisse ça comme ça. Là. On a choisi 2 véhicules pratiquement identiques, le même modèle, le même nombre de portes, très peu choqués. On a dépollué la voiture, c'est-à-dire qu'on a enlevé tous les liquides, les gaz de clim, les pneus, tout ce qui est dangereux pour le démontage. Pour Ulrich, le chef de production, cet événement est l'occasion de montrer au public le travail des casseurs. Pour mettre les compétiteurs en condition, il a fait préparer des listes de pièces par le responsable des stocks, exactement comme ils le font chaque jour à l'atelier. Les démonteurs amateurs ont 55 pièces à récupérer. Et tout comme les professionnels, ils ne doivent pas les endommager au démontage, car elles seraient invendables. On vous a établi 2 listes de démontage. Et vous avez le même nombre de pièces à démonter. Ok. D'accord? Par contre, très important, vous êtes dans la pod à démonteur, nous le but c'est de revendre les pièces. Bien sûr, ouais. Faut pas qu'elles soient cassées. Oui. On est d'accord? Je vous remets la liste de démontage, ça vous va? D'habitude, on sélectionne une liste de pièces par rapport à ce qu'on a en stock. Là, le but du jeu, c'était d'avoir une quantité de pièces quand même suffisante pour le duel de 2 heures. C'est-à-dire qu'on leur a fait une liste de démontage comme nous on fait chez nous. Les 2 équipes avaient la même liste. Et en fait, ils devaient suivre et démonter ce qu'ils voulaient dans cette liste, le maximum. On n'a pas de chef. Ouais, on n'a pas de chef pour les moteurs boîtes. Ah, vous vous débrouillez? On est parti? Ouais. On est parti. Allez-y, vous avez 2 heures. 55 pièces, c'est ce que peut faire un démonteur expérimenté seul à l'atelier en une journée. En 2 heures, même à 2, le défi est colossal. S'ils veulent démonter l'intégralité des pièces de la liste, ils ne devront pas passer plus de 4 minutes chacun en moyenne par pièce. La règle imposait aux candidats de venir avec leurs propres outils, mais aucun n'a pensé à prendre de palan ou de chèvre dans le jargon. La difficulté, c'est que la mécanique complète figure sur la liste. Et sans pont ou sans palan, il va falloir être ingénieux pour sortir les moteurs de plusieurs centaines de kilos à même le sol, sans les casser. Pendant que la production organisait la foire, Florent n'a pas sorti la tête de l'eau pour résoudre l'énigme de l'amphibie le plus rapide du monde, qui n'est pas loin d'être aujourd'hui le plus lent. La difficulté de ce chantier est que la panne n'est pas franche, que le véhicule est inconnu en France et qu'il faut jongler entre mécanique auto et mécanique marine. Le problème ne vient pas du moteur. Florent l'a donc enlevé pour se pencher sur la partie nautique. Le propriétaire, en cherchant une solution, a remplacé la turbine, mais elle n'est peut-être pas adaptée au véhicule. Pour s'enlever le doute, ce dernier rapporte à l'atelier la turbine d'origine dans un véhicule pas d'origine. J'ai des pièces. Bah, je vois, qui sait pas emmener avec n'importe quoi. Je crois qu'il a que ça, des véhicules qui sont un peu extraordinaires. Parce qu'il arrive avec une Bentley Continental GT, rehaussée avec des élargisseurs d'ailes, en mode off-road, quoi. J'ai une petite collection des voitures anciennes aussi. Après, j'ai une Citroën DS cabriolet, un peu moutarde métallisée et un intérieur en python. Chez moi aussi, c'est rock'n'roll. Un point commun avec Nelson, mais Erwin n'est pas venu à la casse pour écouter de la guitare saturée. Il a acheté son watercar il y a 4 ans, mais il n'a pu se servir que 2 fois de l'amphibie le plus rapide du monde, 80 km/h en vitesse de pointe. C'est très frustrant parce que comme ça, elle sert à rien. Là. Je peux rouler sur la route, c'est tout. Le but, c'est de m'amuser sur l'eau aussi. Hein. J'habite dans le golfe de Saint-Tropez et l'été, les gens ils mettent 2 heures de passer de Sainte-Maxime à Saint-Tropez. Et moi, j'ai la possibilité d'accéder à l'entrée de Saint-Tropez dans l'eau et je traverse en 5 minutes. Peu importe le temps et l'investissement que ça représente, Erwin veut retrouver son jouet avant l'été. Il ne reste que 5 mois au mécano pour éclaircir le mystère autour de ce véhicule hors du commun. Les recherches vont maintenant se concentrer autour de la turbine. On a l'entrée d'eau qui se fait sous la caisse. Là, on a l'hélice qui est dans le corps et en fait, elle s'est entraînée par le moteur. Donc là, ça vient aspirer ici et ça vient recracher ici. C'est le fait d'avoir une grosse entrée et qu'on vient de rétrécir, en fait, ça met du coup beaucoup plus de force sur le jet extérieur. C'est un peu ce qu'on a quand on tient le jet d'eau et qu'on met notre pouce dessus, en fait.
Florent, qui suspectait que la nouvelle turbine installée par Erwin ne soit pas adaptée, a demandé à voir celle d'origine pour la comparer. Mais Erwin va rapidement clôturer le sujet. Sur la nouvelle turbine, la caisse est la même et c'est juste... La partie arrière. D'accord, ils ont gardé le corps. Le corps, mais ils ont modifié l'intérieur. D'accord, ok. Elle est censée être plus puissante. Au final, je me dis, bon, déjà, ça sert à rien de la changer puisque c'est vraiment une évolution de la marque qui est refaite sur la base de la turbine d'origine. C'est pas une turbine qui a été adaptée d'un autre bateau dessus. Donc il n'y a pas de raison de remettre la turbine d'origine. Celle-là doit fonctionner, elle est toute neuve. Décidément, rien n'est facile sur ce chantier. Les hypothèses de Florent s'écroulent les unes après les autres. Même s'il a entièrement révisé le moteur et la mécanique, 50 heures après le début du chantier, toujours aucune lumière au bout du tunnel. Mais pour Florent, qui a 28 ans de mécanique et des centaines de chantiers insolites derrière lui, il n'est pas question de lâcher. Le client, il est venu nous ramener le véhicule jusqu'ici, c'est pour que les choses soient faites d'un bout à l'autre. Et du coup, on prend le taureau par les cornes et hop, on fait vraiment les étapes comme il faut, sinon ça sert à rien. Même si la panne n'est pas encore identifiée, Florent avance dans son enquête en éliminant des scénarios les uns après les autres. Le plan n'est donc plus de remplacer la turbine, mais Erwin suspecte un problème d'étanchéité. J'avais des doutes quand on a monté cette nouvelle turbine, qu'on n'avait pas mis assez de pâte à joint, du mastic, peut-être, parce que le mécanicien aux États-Unis m'a dit il faut chercher sur une fuite d'air autour de la turbine. Et même une micro-fuite suffit pour qu'elle ne marche pas. C'est plutôt agréable de travailler avec le client, ça permet d'échanger des points de vue de l'un et de l'autre, et on arrive à mixer des idées et des hypothèses en fait. Florent va donc démonter la turbine pour refaire correctement le joint et en profiter pour supprimer quelques défauts repérés au niveau de son entrée, là où l'eau est aspirée. On a un rebord là, ça fait un arrêtoir et ça risque de faire des turbulences. J'ai fait voir ça à des amis qui font du jet ski et ils m'ont dit rien qu'une marche comme ça, ça peut émulsionner et créer de la cavitation en fait. Là c'est pareil, il y avait des bourrelets, il faudrait que ça soit lisse parce que tout ça, ça va faire des turbulences sinon. Il y a pas mal d'éléments qui peuvent perturber. Ouais. La turbine fonctionne en aspirant une quantité d'eau précise. Si de la cavitation se forme, autrement dit un amas de bulles d'air, le phénomène va occuper de la place et faire obstacle au flux d'eau, réduisant ainsi le rendement de la turbine. Là, on est un peu plus dans le nautique et la mécanique des fluides, plus que dans la mécanique traditionnelle. Mais bon, c'est toujours agréable d'apprendre des choses, de découvrir des manières de faire d'autres domaines. À cet endroit-là, il n'y a pas énormément de joints, je pense. Je crois qu'il a bougé un tout petit peu. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Tu veux que je soulève un peu? Le démontage, il y a 4 vis sur le devant et une vis sur le dessus qui tiennent la turbine. Par contre, la grosse complexité, c'est de pouvoir enlever la colle. Là, en bas, au niveau de l'aspiration, je suis décollé. On passe en dessous, on passe au-dessus. Et puis après, du coup, faut aller chercher une lame plus longue pour aller chercher la colle un peu plus haut, etc. Je suis arrivé en haut. Ah, ça bouge. C'est pas simple, hein. On n'ose pas forcer. Moi, j'essaye d'y aller doucement. Ça évite d'avoir des choses à réparer derrière, en fait. Ça bouge, Florent. Ça décolle. Ah oui, on l'entend. Erwin ose plus forcer. Bon, c'est son véhicule. Ah, ça y est. Elle est costaud quand même, la colle. Rien qu'un ou deux filaments de colle comme ça tient de folie. La colle qui fait office de joint est certes résistante, mais elle n'a peut-être pas été appliquée correctement. Le moindre millimètre non comblé a pu laisser un passage pour l'eau et perturber le fonctionnement de la turbine. C'est surtout ce joint-là qui est important. Oui. Toute cette partie-là. Le peu de portée qu'il y a ici, en fait, t'as vite fait d'avoir une prise d'air. Parce que là, j'ai vu avec le cutter, ça rentrait assez facilement sur les côtés. Ah ouais, mais c'est peut-être ça qui a fouillé. Peut-être ou peut-être pas. C'est tout le problème de la réparation de ce watercar. La panne n'est pas franche. Florent et Erwin n'ont aucune certitude que refaire le joint d'étanchéité va la résoudre. Mais ils n'ont pas le choix. Dans un tel contexte, il faut avancer à tâtons en éliminant tout ce qui peut poser problème. On aurait toujours eu un doute et il faut enlever en fait tous ces doutes-là pour repartir sur quelque chose de sain en fait. Avant de remonter la turbine, Florent décape les surfaces pour qu'aucune aspérité ne vienne fragiliser son joint. Il en profite aussi pour supprimer la marche à l'entrée de la turbine qui aurait pu entraver le fonctionnement. Il applique ensuite un primaire d'accroche pour que la colle adhère bien au support.
Et un casseur consciencieux fait logiquement un client heureux. J'avais la possibilité d'appeler aux États-Unis pour avoir des conseils et tout ça. On n'a pas besoin de faire ça. Il a tout compris. Il a très bien fait, mieux que nous. Parce que la première fois, on l'a monté dans mon garage chez moi. Mais bon, on n'avait pas tous les moyens, tous les outils pour bien dégraisser et tout ça. Donc, on a de l'espoir maintenant. Je suis assez confiant. J'espère que c'est pas toi qui dois la démonter plus tard. Avant de faire de nouveaux essais, Florent va remplacer le kit distribution du moteur. Erwin va aussi profiter qu'il soit hors de la caisse pour demander quelques modifications. Un embrayage renforcé de compétition et un compresseur pour que son modèle soit le plus rapide du monde. 4 000 € de pièces viennent s'ajouter à l'addition. Les casseurs ont déjà passé 60 heures sur le véhicule, soit plus de 6 000 € de main-d'œuvre. Il leur reste 5 mois pour remettre en état ce véhicule exclusif. Alors que le grand rendez-vous annuel des casseurs bat son plein, le battle organisé pour cette 15e édition de la foire à 15 € est en pleine effervescence. Deux binômes s'affrontent sur deux véhicules identiques pour démonter le plus de pièces possible en 2 heures. Une pièce cassée au démontage et c'est un point en moins. Pour les vainqueurs, 200 € à dépenser à la foire ou à la boutique. C'est une idée qu'on a eue pendant l'année. On s'est dit peut-être que c'était intéressant de faire participer les gens. On les a mis dans la peau de nos démonteurs. Le but, c'est de montrer notre métier et surtout de ne pas casser les pièces. Faut pas croire que c'est du démontage, on y va, ça casse, tant pis. Nous, si on démonte, c'est qu'on a besoin de la pièce. Je m'appelle Ulrich, j'ai 46 ans et je suis responsable de production. J'ai changé de région, parce que moi je suis pas de Sologne, je viens de Picardie. Avant, j'étais vendeur de pièces automobiles dans les concessions Renault. Moi, le but, c'est qu'on ne voit plus la casse comme on démonte, c'est de l'huile partout, tout ça. Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui croient qu'en vidange, dans les fossés, c'est terminé. Ça. Je ne sais pas si les gens se rendent compte avec le nombre de contrôles qu'on a. Le recyclage des carburants, des pneus, tout est trié, tout est séparé, tout est recyclé par des gens agréés. On ne pollue pas, au contraire, on est écologique. On est là pour essayer de travailler pour la planète et pas contre la planète. Les casseurs achètent des voitures accidentées par l'eau pour en revendre les pièces encore en bon état avec une garantie d'1 an. Le démontage est donc l'étape la plus critique car une pièce cassée est une perte sèche pour l'entreprise. Et pour ne pas perdre de points sur ce battle de démontage, les deux équipes doivent suivre les mêmes règles. Tu penses qu'ils coupent les faisceaux ou les démontent proprement? Les haillons, vous les coupez vous directement dans votre casse ou vous les démontez Ça dépend si la prise est accessible, tu démontes par la prise. À mon avis, non, la première accessible. C'est qu'il faut aller la chercher au plus loin, pour que le client il puisse lui le reprendre de son côté. Le but, c'est que la pièce soit revendable. À peine 20 minutes après le lancement du chrono, les premières pièces commencent à s'entasser sur les racks. Les 4 démonteurs sont extrêmement concentrés. Chaque geste et chaque seconde compte pour tenter d'aller chercher la gagne. Voilà les démonteurs. Personne ne veut me parler, tout le monde est concentré. Ah ouais, on est super à fond là. C'est combien de temps là? 18 minutes 34. Ah oui. Quand tu t'inscris à ça, comme le dit le titre, un battle, on a toujours envie de gagner. On voit que les gars se donnent pour démonter un maximum de pièces. Il y a un intérêt en tous les cas pour les deux équipes. Rémi, bois de l'eau. Les deux équipes ont 55 pièces chacune sur leur liste. Et comme dans les ateliers de la casse, le but est d'en récupérer un maximum sans rien abîmer. Pour ça, les casseurs ont des process de travail. Par exemple, commencer par l'intérieur tant qu'on est propre, pour finir par la mécanique plus salissante. Ou encore, démonter les accessoires avant l'élément qui les supporte. Tout ce qui est poignée, tout ce qui est les vitres, c'est aussi dans la liste. Nous, en général, on le démonte avant parce que c'est plus facile quand c'est sur la voiture. À démonter la porte, après on peut l'abîmer, à la poser sur un support. Quand la porte est encore fixe, on démonte ce qu'on a besoin dedans et après on enlève l'ensemble. Parce que si la pièce, on avait eu vraiment besoin de la vendre en magasin, il ne faut pas qu'elle soit rayée. Tous ces process de démontage qu'Ulrich ne cesse d'améliorer avec ses équipes impactent directement l'image de la casse. Car la qualité des pièces d'occasion vendues représente littéralement la vitrine de la boutique. Mais pour le battle, le chef de production sera plus indulgent qu'à l'atelier. 40 minutes après le début de la compétition, les deux équipes s'apprêtent à sortir la pièce la plus convoitée des casseurs, le moteur. Une fois revendu, il permet de rentabiliser en grande partie l'achat d'un véhicule accidenté. Cette voiture-là est un petit peu en avance, la première 206. Toute la carrosserie est pratiquement démontée. On verra la partie mécanique, voir comment ils vont se débrouiller, comme personne n'a pris de chèvre.
pour démonter, voir comment ils vont s'arranger pour démonter ça. Il y a deux manières de sortir un moteur, par le haut ou par le bas. Dans tous les cas, il faut de l'outillage, un pont élévateur pour le sortir par le bas ou un palan, une chèvre dans le jargon pour le sortir par le haut. Les deux équipes n'ont rien de tout ça. Ils vont devoir sortir les moteurs qui pèsent plusieurs centaines de kilos à la main. Là, on va avoir un problème. L'espèce de traverse en ferraille devant. On n'a rien pour la couper. Ça se démonte pas. On va dans la merde. Attends, on réfléchit comment on va faire. Pour l'autre binôme, c'est déjà tout vu. 2 coups de disqueuse et cette traverse rejoindra la benne. Car il est interdit pour les casseurs de revendre des éléments structurels provenant d'une voiture accidentée. Comme il n'avait pas trop de matériel, il a fallu qu'il se débrouille tout seul. Chacun avait sa méthode. Il y avait une équipe qui avait de la tronçonneuse et de l'autre côté, pas de découpe, plus de démontage. C'est comme chez nous, on a des gens qui sont, on va dire, plus minutieux et il y en a d'autres qui arrachent. Mais parfois, on est obligé de faire ça. Parce qu'il y a des pièces où ça vient pas et il y a un moment, on est obligé de sortir la masse, sortir la meuleuse. 1h20 s'est écoulée depuis le début du battle. Les 4 démonteurs ne s'accordent aucun temps mort. Mais malgré ce féroce esprit de compétition, ils vont faire preuve d'une qualité qui tente à passer de mode, le fair play. Vous avez un cric pour nous? Ouais. Ah, ça c'est bien, ça j'aime bien quand les gens partagent. Est-ce qu'on peut? Vas-y. Je te remercie. Il y a la compétition, mais il y a aussi l'esprit solidarité et puis d'entente. Et c'est ce qui se passe chez nous aussi, parce que parfois s'il y a quelqu'un qui est mal pris chez nous, quelqu'un prend le relais, et ça c'est important pour qu'on réussisse à faire fonctionner le service correctement. C'est un peu ce qui s'est passé là, ils se sont aidés pour que tout le monde arrive au démontage complet. Allez. Finalement, l'équipe aux méthodes expéditives qui semblait avoir pris de l'avance est en retard sur le binôme adepte du démontage plus traditionnel, déjà sur le point d'extraire son moteur. Allez, c'est bon, il passe. Voilà, ok, c'est bon, allez. Relève-le. Hop là. Moteur boîte, c'est bon. Cardan est mort. Bon, là, on a fait un peu les ports, là, d'accord. Les cardans étaient eux aussi sur la liste, mais les démonteurs trop pressés viennent de les casser. Ils sont en avance sur d'autres binômes, mais ils viennent de perdre 2 points. C'est bon, normalement, il passe en dessous, là. Si on se démerde bien, on le sort. Oh, bah, il est bien là, hein. Les 2 moteurs sont sortis, autour maintenant des trains arrière, et cette fois, plus question de faire dans la finesse. Il reste 15 minutes avant la fin du chrono. T'es prêt? 1, 2, 3, allez, vas-y. C'est bon. C'est une méthode parmi tant d'autres. C'est une technique de... Pardon? Non, mais non, on a les ponts. On est dans du fun, dans une battle, tous les coups sont permis, entre guillemets, j'ai envie de dire. Donc c'était assez marrant de voir cette voiture sur le côté. Quand il n'y a plus de porte, il n'y a plus rien dedans, c'est la solution. Les caisses de voiture, une fois dépouillées de leurs pièces réutilisables, sont broyées puis recyclées en matière première. Il est interdit pour les casseurs de les revendre. Aucun risque donc d'abîmer quoi que ce soit. Eh ben, je sais pas. En fait, jusqu'à la fin, personne ne savait vraiment combien de pièces étaient démontées, combien étaient de bonnes et qui allait gagner. 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé! Bravo à tout le monde! Je fais intervenir Baptiste et Chloé, donc c'est mes 2 magasiniers qui s'occupent du stockage, qui s'occupent aussi de la qualité, donc c'est ces 2 personnes-là qui ont l'habitude de contrôler les pièces. À la casse, les pièces de réemploi sont nettoyées puis contrôlées par les magasiniers avant d'être vendues. Tout ce qui est cassé ou abîmé est mis au rebut et comptabilisé. Mais à la fin de la semaine, contrairement au challenge, le démonteur qui cumule le plus de points n'est pas celui qui reçoit les applaudissements. Chloé, combien de pièces dans ton équipe? Ils ont fait 43 pièces. Pas mal? Baptiste? 39 pièces. Ah, tu vois, je t'avais dit, on n'a pas les 40 à 4 pièces. On a gagné? Bravo à vous les 4. Vous avez vraiment bien joué le jeu. En général, entre 30 et 50 pièces, c'est ce que nous, un démonteur, fait chez nous en une journée. Là, ils étaient 2, en 2 heures, c'était plutôt pas mal. Bon, vous n'avez pas démérité, les gars. À un moment, on a eu un coup de pression quand on sortait pas. Vous voyez avancer, on s'est dit, là, on est mort. Vous passerez quand même nous voir et puis on verra s'il n'y a pas un lot de consolation. Non, mais un truc sympa, ouais. Ce qu'il faut surtout souligner, c'était le contexte de démontage. Il n'y avait pas les ponts et les chèvres et les palans que nous, on a pour assister, quoi. 200 € de pièces d'occasion pour les vainqueurs et un lot de consolation pour les seconds. Tout le monde sortira gagnant de ce battle, même les casseurs
qui vont peut-être ajouter un nouveau membre à l'équipe de Trésor de Casse. On recrute si vous voulez. Je viendrai poser mon CV la semaine prochaine. Finalement, il faudrait en faire une tous les ans. Une battle, ça peut découler sur quelque chose avec un recrutement, pourquoi pas, ce serait assez marrant d'ailleurs. On a besoin de des monteurs et là, la différence, c'est qu'on peut voir ce que ça a donné directement. On voyait que c'est des gens qui ne cherchent pas, qui ont plutôt l'habitude. Et ça, c'est très important pour nous. Les pièces démontées lors du challenge seront proposées au public à 15 €. Chaque année, environ 2000 personnes profitent de l'événement sur 2 jours pour dénicher la bonne affaire. Il faudra ensuite une semaine et une cinquantaine de camions pour faire enlever les carcasses qui seront broyées et recyclées en matière première. En plus de faire parler d'eux, cet événement permet aux casseurs de renouveler leur stock tous les ans. Deux mois plus tard, l'amphibie le plus rapide du monde est toujours cloué au sol. Censé atteindre les 80 km/h sur l'eau, il n'avance pas plus vite qu'un petit bateau à moteur. À la demande du client, Florent a remis la mécanique d'aplomb, fait la distribution, monté un embrayage renforcé de compétition et refait l'étanchéité de la turbine. 80 heures de travail pour près de 8 500 € de main-d'œuvre et 4 500 € de pièces. Si la panne était mécanique, elle devrait être résolue. Mais le propriétaire du watercar a apporté un nouvel élément crucial pour l'enquête de Florent. Erwin a fait part d'un doute qu'il avait en fait sur l'étanchéité des caissons. Il avait fait peser le véhicule et il se retrouvait avec 300 kg de plus que de la normale en fait. Il soupçonnait qu'il y ait une entrée d'eau en fait quelque part. Les caissons sous la coque doivent être étanches et remplis d'air pour augmenter la flottabilité du véhicule. S'ils se remplissent d'eau, pas de quoi faire couler le navire, mais une lourde charge supplémentaire à propulser pour la turbine. C'est peut-être la raison pour laquelle l'amphibie n'arrive pas à déjauger, autrement dit, s'extraire de l'eau pour glisser à sa surface. Le doute qui s'est agrandi en fait là-dessus, c'est que quand on a fait les essais, on s'est rendu compte que le véhicule il était vraiment enfoncé dans l'eau et il penchait énormément sur la gauche, ce qui favorisait la thèse de l'eau entrer dans les caissons en fait. Donc pour vérifier, la seule solution c'était de percer un caisson et puis regarder à l'intérieur. Et sous les planchers, de l'eau, et pas qu'un peu. Florent a filmé ce qu'il a découvert pour l'envoyer à son client. Si de l'eau est entrée, c'est que les caissons ne sont pas étanches. Après les avoir tous ouverts, le mécano les a remplis d'eau claire pour détecter une fuite. Mais 2 jours après, pas une goutte sous la caisse. Florent en a donc conclu que l'eau s'est infiltrée par les planchers, sur le dessus des caissons. Il les a tous refaits. Le procédé, il est le même qui a été fait à l'usine en fait. On reprend des plaques de fibre et on rebouche, donc on fait de la fibre de verre partout. J'ai fait quelques vidéos pour qu'on se tienne au courant avec Erwin pour l'avancée du projet. Les caissons étaient remplis de mousse expansive complètement imbibée d'eau, surchargeant le véhicule de 300 kg. Pour les remplir à nouveau, en évitant de remettre ce type d'éponge, le client a eu une idée ingénieuse et rebondissante. C'était de remplir les caissons de balles de ping-pong. J'ai fait un bilan du volume des caissons et ça nous donnait à peine 1 mètre cube en fait. Donc on s'est dit, voilà, on commande 15 000 balles. À 20 centimes l'unité, l'addition s'élève à 3 000 balles, les 15 000 balles. Je pense qu'on en a assez. Je suis pas sûr qu'au Giro, ils en aient autant. Dans une coque de navire, les caissons étanches augmentent la flottabilité, la stabilité et la sécurité. L'air étant plus léger que l'eau, il repousse le véhicule vers la surface. Et si jamais de l'eau y pénètre à nouveau, les balles seront beaucoup plus efficaces que la mousse. Ça fait des capsules qui ne peuvent pas absorber l'eau et on pompe tous les espaces. Comme ça, en fait, si on a une petite entrée d'eau qui se fait, on va garder au sec l'espace emprisonné avec les balles de ping-pong. Si une balle pèse 2,7 grammes, 15 000 balles représentent tout de même 40 kg de plus dans le véhicule. Florent veut comparer ce poids avec celui de la mousse retirée des caissons qui, depuis, a eu le temps de sécher. Tu veux peser toute la mousse? Ouais, 2 kilos. Ouais. C'est pas si lourd que ça en fait. Sur le volume de mousse, en fait, on était à une trentaine de kilos. Et si on fait le ratio avec les balles de ping-pong, on se retrouvait à peu près à 40 kilos. Ça reste cohérent, même si on se retrouve à 10 kilos de plus, par rapport aux 300 kilos d'eau qu'on transportait, ça sera bénéfique. En cas de choc, c'est bon, t'es protégé. On va commencer avec ça déjà. Ces balles de ping-pong ne sont pas la seule amélioration apportée au watercar. Florent a aussi installé des pompes de cale, dont le rôle est d'éjecter à l'extérieur l'eau qui pourrait s'introduire dans les caissons.
L'amphibie en possédait 3, il en a maintenant 9. Autre customisation, la création d'un accès facile pour ne plus avoir à percer la caisse en cas de besoin. On a mis des trappes de visite étanches. On peut intervenir sur les pompes de cale s'il y a besoin et se rendre compte de s'il y a de l'eau qui rentre ou pas. Allez, c'est parti. 1, 2. On n'a plus qu'à remplir de balles de ping-pong, c'est un peu extraordinaire quand même. Et on se rend compte qu'on en met énormément en fait. C'est vraiment impressionnant le volume qu'on arrive à mettre. J'ai l'impression que ça s'arrête jamais, il y a une fuite en dessous quoi. Dire qu'il y en a qui mettraient de la cocaïne. Je pense qu'on a upgradé un peu le véhicule en mettant des améliorations qui ne peuvent pas nuire, qui peuvent que améliorer en fait. On va avoir un résultat qui va être, je pense, assez impressionnant au niveau flottaison. À mon avis, tu sais ce qu'il va falloir faire? La rouler un peu, la bagnole. Pour que ça se tasse dedans? Pour que ça se tasse et puis en remettre. Mais pour ça, il faut d'abord remonter le moteur. 6 mois ont déjà passé depuis le début du chantier. Florent n'a pas identifié précisément la cause de la panne, mais il est intervenu sur tout ce qui était susceptible de poser problème. Le client, très heureux d'avoir enfin trouvé un mécanicien capable de prendre le chantier à bras-le-corps, en a aussi profité pour demander un upgrade de son engin. Vas-y, va par là un peu. Recule vers toi. Putain, c'est au chausse-pied. Bouge plus. Il est en place. On a mis un embrayage un peu plus fort, donc on est en stage 3 là actuellement, pour qu'il puisse entraîner plus de couple, plus de puissance. Mais ce n'est pas tout. Le propriétaire a aussi demandé à Florent quelques chevaux supplémentaires. Et comme toujours, le mécano a des solutions pour tout. C'est un compresseur volumétrique. C'est comme un turbo, mais mécanique en fait. Tu es entraîné par la courbe. C'est le prochain truc ça. On améliore au fur et à mesure chaque pièce, donc on va avoir un véhicule top. Démarreur, calculateur, c'est bon. On essaye. On va lancer un premier démarrage, hein, donc on ne met pas de périphérique, on n'a pas besoin. On branche l'essence, le calculateur, les 2-3 alimentations démarreur pour déjà voir s'ils démarrent et s'ils tourneront. Et comme ça, après, ça nous permet d'avancer. On n'a pas remonté le système d'échappement, donc on est en échappement libre. Il fait 3,7 litres en V6, donc on sait que ça va faire du bruit. Donc on se protège un peu quand même parce que on n'est pas loin du moteur. Bon, c'est impeccable ça. Il s'est replacé et tout en plus. On va continuer sur la lancée. Entre les 130 heures de main-d'œuvre, les pièces à remplacer et celles à rajouter, le passage dans les ateliers a déjà coûté plus de 18 000 € pour ce véhicule qui en vaut 250 000. Mais avec tous les upgrades que notre mécano hors pair a apportés, il est bien probable que ce watercar connu pour être le modèle d'amphibie le plus rapide du monde devienne l'exemplaire le plus rapide de tous. Un mois plus tard, Florent a eu le temps de remonter intégralement la machine et de faire les premiers essais avant de rappeler son client. Salut Florent, ça va bien? Oui, et toi? Bon, prêt pour le grand jour? J'ai entendu que tu as des bonnes nouvelles. Oui, ça s'est amélioré. Ça marche? Ouais. Si les nouvelles sont maintenant bonnes, il y a encore une semaine, Florent était loin d'être aussi enjoué. Après avoir remonté toute la mécanique, refait l'étanchéité du véhicule et de la turbine, lors des premiers essais, l'amphibie ne déjaugeait toujours pas, c'est-à-dire qu'il ne parvenait pas à s'extraire de l'eau pour glisser à sa surface. C'est une situation un peu compliquée. Les hypothèses, ils commencent à tomber et on se retrouve à court d'idées en fait. Le seul point qu'on n'a pas vérifié, c'était la turbine qui avait été remontée, qui n'était pas d'origine. Depuis le début du chantier, Florent a toujours eu un doute sur cette turbine montée par son client, dont le modèle est différent de celle d'origine. Alors qu'il s'apprêtait à la remplacer, Erwin l'a convaincu qu'elle faisait l'affaire. Mais après avoir passé au crible tout ce qui était susceptible de poser problème sur le véhicule, la seule interrogation restante portait encore sur cette turbine. Du coup, on est reparti sur la turbine d'origine. Donc il y avait quand même un problème Voilà. de turbine. Ok. C'était notre dernière solution en fait. Et du coup, ça marche. Et du coup, ça marche impeccable avec la turbine d'origine. Comme quoi, il faut toujours écouter ses intuitions.
Le véhicule, ça fait 4 ans qu'il était en panne. Au fil du temps, tout le monde avait mis un peu les mains dedans et changé des pièces, etc. Il y avait beaucoup de pannes, en fait, je pense, qui ont été accumulées et qui créaient des petits problèmes. Je pense que la panne d'origine, c'est la quantité d'eau qu'on avait dans les caissons qui l'assaillait complètement. C'était ça, en fait, juste l'eau. Mais heureusement, mettre un véhicule en panne entre les mains de notre mécano, c'est un peu comme donner une mission à James Bond. On sait qu'il y aura quelques balles perdues, mais qu'au final, ça va réussir. On la teste quand? On va y aller. Yes. Il fait beau, on va profiter. Après 7 mois d'investigation, l'amphibie le plus rapide du monde n'a pas changé d'aspect, mais il a enfin retrouvé son titre de noblesse. Avant d'arriver à la casse, ce véhicule, en panne depuis près de 4 ans, a d'abord été modifié par des mécaniciens qui ont tenté de le réparer sans succès. Florent a donc remis toute la mécanique dans sa configuration d'origine. On a profité pour faire un entretien complet et remplacer les pièces d'usure. Il a également refait l'étanchéité des caissons de flottaison dans lesquels l'eau s'infiltrait et y a installé 6 pompes de cale supplémentaires. 180 heures ont été nécessaires à la remise en état du Watercar Panther, soit 19 000 € de main-d'œuvre, plus 5 000 € de pièces pour une facture globale de 24 000, moins la remise que Nelson fera pour son ami. Le véhicule vaut environ 250 000 €. Les casseurs ont un mois d'avance sur les 8 mois annoncés, mais il reste encore quelques petits réglages à effectuer et le montage d'un compresseur pour ajouter encore quelques bourrins supplémentaires au V6 de 250 chevaux. Dans un mois, le Watercar Panther retournera dans le sud de la France. Erwin, qui patiente depuis 4 ans pour retrouver un jouet en état de marche, n'a pas hésité une seconde à faire le trajet pour venir retrouver les sensations qu'il n'a pu éprouver que 2 fois depuis qu'il a acheté cette amphibie. Après 4 ans de recherche, je suis heureux comme un gamin. Dans un mois, j'ai mon anniversaire. Donc c'est le meilleur cadeau qu'il pourrait me faire. Merci, mon ami. Yeah. Au fur et à mesure des semaines et des mois, on avait un peu d'inquiétude quand même. Moi, je me disais, putain, on s'embarque dans quoi? En tant que chef d'entreprise, et on s'est engagé, donc on a envie que ça marche quand même, de montrer qu'on n'a pas dit oui pour faire joli. Et puis vis-à-vis d'Erwin, même si on est copains, sur cette affaire, c'est un client et il faut que ça marche. Les chantiers comme ça, c'est vraiment atypique et personne n'a la solution parce que il n'y en a pas en France, quoi. Donc on fait en fait ce qu'on pense le mieux pour le véhicule. Et par contre, c'est des chantiers où on compte pas notre temps. Des fois, on est dans la résine, donc on ne peut pas s'arrêter pour aller manger. Il faut tout enquiller, mais c'est plaisant à faire. On touche un peu à plein de corps de métier, en fait. C'est exclusif, quoi. C'est vrai que le fait qu'on n'en voit pas beaucoup, ça... Il disait que c'était la seule en France au final. Ouais. Bon, on s'est creusé la tête, hein, je t'avoue, là-dessus. C'est quand même Flo qui a fait le gros du boulot, en quelque sorte. Moi, je l'ai surtout accompagné. Mais ouais, c'est une satisfaction. On a réussi à s'en sortir, comme quoi on a quand même une équipe qui tient la route et qui arrive à se sortir de presque tout. C'est plus ce que j'ai espéré, voilà. Après tout ce qu'on a modifié, je pense qu'on a créé la version améliorée. Et c'est mieux qu'à l'origine. Les véhicules rares et atypiques sont la marque de fabrique de nos casseurs. Chaque spécimen accidenté ou en panne qui débarque à la casse apporte son lot d'énigmes. Mais avec la passion de la mécanique et le goût du challenge qu'ils cultivent, pas un trésor de casse ne ressort des ateliers sans être réparé.